Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Java et les jeux vidéo. Avec un point d'interrogation, on va se poser pas mal de questions. Donc premièrement, bonjour, je suis Mounir Egragui, je suis développeur, je mange du Java au petit déjeuner et je suis également gamer, je fais du Rocket League le soir. Java et les jeux vidéo. Donc ce qu'on va voir ce soir, on va voir ça en 3 parties. Dans un premier temps, on va revoir les plus gros succès commerciaux de jeux programmés en Java. Donc on va vraiment voir quels jeux ont eu le plus de succès. Dans un deuxième temps, on va avoir une approche un peu plus théorique, pas forcément spécifique à Java, de comment est-ce qu'on peut concevoir un jeu vidéo, quelles sont les problématiques quand on fait du game dev. Et dans une troisième partie, on va vraiment faire un focus sur Java et par rapport au développement de jeux vidéo. Donc, disclaimer, 2 choses qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Pas de jeux mobiles, donc on ne va pas parler de Java Mobile Edition qui n'existe plus. Et pas de jeux console, parce que c'est un écosystème qui est très fermé et donc on ne peut pas développer librement avec les outils qu'on veut. Alors, les jeux en Java, les plus gros succès, et il n'y a pas que Minecraft. Donc, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un vieux jeu qui s'appelle RuneScape. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu ancien. C'est un CT, un MMORPG gratuit qui a été réalisé en 2001 par une entreprise qui s'appelle Jagex et qui a vécu 17 ans puisque l'arrêt des serveurs s'est fait en mai 2018. Donc, alors, attention, est-ce que la vidéo YouTube va marcher ? Qu'est-ce que c'était RuneScape ? RuneScape, c'était tout ce qu'on peut attendre d'un MMORPG Heroic Fantasy. Donc des combats en PvE, donc contre des ennemis contrôlés par le jeu. Des combats en PvP contre des joueurs humains. Des quêtes, des sorts, des compétences. C'était massivement multijoueur parce qu'un serveur pouvait supporter jusqu'à 2000 joueurs. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça fait un peu mal aux yeux en 2020. Mais à l'époque, c'était probablement pas mal. Du coup, techniquement, on va y arriver. Techniquement, en 2001, ils ont réalisé la partie back-end était faite entièrement en Java et la partie cliente était faite en Java Applet, c'est-à-dire c'était un vieux truc où on pensait que c'était une bonne idée de faire exécuter du code Java dans un browser. Et donc ça donnait ça, et ça a duré une quinzaine d'années, et en 2016 ils ont refait le client en C++, mais du coup ça a duré que 2 ans. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est Project Zomboid, qui est un jeu beaucoup plus actuel. C'est en gros un simulateur d'apocalypse zombie assez réaliste, on va dire, qui a été la première version est sortie en avril 2011 par un studio indépendant qui s'appelle The Indie Stone. C'est une équipe de développement européenne, donc il y a des Français, il y a des Britanniques. Le développement est encore actif, donc je tiens à dire que c'est un jeu qui est DRM free, pas de DRM, donc et il ne coûte que 14 €. Alors, qu'est-ce que c'est Project Zomboid ? Donc c'est un jeu, c'est un peu comme si on était dans The Walking Dead. On spawn et on doit survivre tout simplement. C'est un jeu qui est très détaillé, qui est très complexe. Donc au niveau du personnage, le personnage peut avoir plusieurs traits positifs, plusieurs traits négatifs. Il peut être par exemple claustrophobique, il peut avoir peur du sang. Il y a des systèmes très détaillés dans ce jeu. Il faut gérer sa fatigue, il faut gérer sa faim, il faut gérer sa soif. Il faut gérer le moral, donc le joueur peut être stressé, le joueur peut être déprimé. Il y a également beaucoup de crafting, de base building aussi. Et surtout, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a des zombies et beaucoup de zombies. Donc c'est un jeu en fait où il y a ce qu'on appelle la permadeath, c'est-à-dire que c'est un jeu où on ne gagne pas. Le seul but du jeu, c'est de retarder le plus possible le moment où on va perdre. Il n'y a pas du tout de fin. Enfin, la fin se finit toujours par la mort du personnage. Donc voilà, comme on le voit ici, notre personnage qui est vers sa fin de vie. J'ai pas bien timé le truc, ça devait venir 20 secondes après.
Mais là du coup voilà, on voit que on est vite, y a vite fait beaucoup de zombies autour de nous. Personnellement c'est le jeu qui me fait le plus penser à The Walking Dead. Et donc voilà, ça c'est comme ça que se termine une partie avec des zombies qui vont nous manger. Donc techniquement, qu'est-ce que ça donne? On disait que c'était fait en Java. Donc dans le jeu, quand on va voir un peu les différents fichiers qu'il y a dans les dossiers d'install, on se rend compte que déjà il y a une JRE, qu'il y a des classes, des fichiers .class. Donc j'ai juste fait un Java-version, on voit que c'est du Java 1.8. J'ai aussi compté le nombre de class files, donc il y en a 2204. Et c'est un jeu qui est basé sur LWJGL, donc, dont on parlera juste après. Voilà. Et enfin, le jeu iconique qui est fait en Java, c'est Minecraft. Donc Minecraft qui a été réalisé en 2011. Le développement avait commencé en 2009, mais la première release c'était en 2011, donc par un studio qui s'appelle Mojang, qui a été entre-temps racheté par Microsoft. Le développement est toujours actif, ça coûte 24 €. Et c'est le jeu le plus vendu au monde, avec en 2019 176 millions de copies. Et du coup, en 2020, on devrait surpasser aisément les 200 millions de copies vendues, toutes plateformes confondues. Alors, là, on va parler de Minecraft Java Edition. Il y a plusieurs éditions. Il y a une édition qui a été refaite, on va dire en C++. Il y a des éditions mobiles. Mais on va dire l'édition historique et l'édition la plus jouée aujourd'hui, c'est celle-ci. Enfin, sur PC. Il y a aussi les éditions console. Minecraft, c'est quoi? Donc, comme le disait le très célèbre professeur Rick Sanchez, c'est un jeu où on récolte des ressources pour pouvoir améliorer son équipement, pour pouvoir récolter encore plus de ressources, pour pouvoir encore plus améliorer son équipement. Donc voilà, c'est un peu la game loop de Minecraft, mais pas que. Donc les ressources, on les trouve où? On les trouve dans des mondes qui sont générés aléatoirement. Il y a aussi du combat, de la survie, des monstres, des boss. On peut aussi construire des maisons et des châteaux. Donc ça c'est un screenshot que j'ai pris sur internet. Moi j'ai plus tendance à faire des cubes en général sur Minecraft. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est automatiser et programmer avec un truc qui s'appelle le redstone. Donc le redstone dans Minecraft c'est quoi? C'est des diodes et des transistors. Donc avec des diodes et des transistors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des portes logiques et des mémoires. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une JK Latch, c'est une mémoire sur un bit. Et donc avec des portes logiques et des mémoires, qu'est-ce qu'on peut faire? Un ordinateur. Donc si on a beaucoup de temps, beaucoup de motivation et des connaissances pointues, on peut faire un ordinateur. Donc là, voilà, c'est un ordinateur 8 bits. Donc avec tout ce qu'il faut, de la mémoire, des registres, une ALU, et même un écran d'affichage digital qu'on peut voir à un moment dans la vidéo. Donc on va pas faire les 8 minutes de la vidéo, mais voilà. Petit problème technique. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à cliquer sur la barre. Mais en gros, là, on peut voir que ici, en fait, ça va être toute la mémoire. Là, on va avoir un bus de communication. Là, on va avoir l'ALU qui est par là. Et donc, la personne qui a fait cette vidéo s'est amusée à mettre un programme en assembleur. Donc, à un moment, il monte le programme en assembleur qui fait un add, qui fait du load de la mémoire. Tout ça pour faire une addition. Et voilà, les ordinateurs sur Minecraft sont un peu lents, puisque l'addition, pour faire une simple addition avec deux entiers sur 8 bits, prend environ 5 minutes. Donc, techniquement, il est basé sur une JRE 1.8, comme on peut le voir ici en haut à droite. Mais ça, c'est par défaut. Il est tout à fait possible d'utiliser n'importe quel runtime de Java en bidouillant un peu. Il est également basé sur la librairie LWJGL. Et Minecraft, de base, nous permet de modifier les options de lancement de la JVM.
c'est-à-dire que les paramètres comme XMS ou XMX pour la mémoire, on peut les utiliser. Si on utilise une autre runtime plus récente de la JVM, on peut choisir d'utiliser des garbage collectors plus récents. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très personnalisable. Et aussi, puisqu'on est en train de parler de Java, c'est un jeu qu'on peut modder, c'est-à-dire on peut le modifier. On peut modifier tous les aspects de ce jeu, on peut rajouter des matériaux, on peut rajouter des personnages et on les code en Java. Et c'est un écosystème qui est très riche, il y a beaucoup de modes et au point où on a des frameworks qui existent pour écrire et intégrer des modes entre eux. C'est-à-dire que même si une personne A et une personne B écrivent deux modes, on va pouvoir les intégrer et les faire fonctionner entre eux. C'est un écosystème qui est tellement mature qu'aujourd'hui, il y a plusieurs frameworks de modes Minecraft qui sont concurrents entre eux. Voilà. Donc, ça c'était un peu les trois jeux qui ont le plus vendu de copies, qui ont été programmés en Java. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est une approche un peu plus théorique sur la création de jeux vidéo. Donc un jeu vidéo, comment ça marche? Il y a un truc qui s'appelle la game loop. Donc c'est très simple. Dans un premier temps, il y a le process input, c'est-à-dire qu'on va lire ce que l'utilisateur a tapé au clavier, ses mouvements de souris, sa manette. Ensuite, update game, c'est la deuxième partie. Là, on va avoir toute la logique de qu'est-ce qui se passe dans le modèle du jeu. Et en troisième partie, donc, c'est le render. On va faire l'affichage à l'écran de cet état du jeu. Alors, il y a beaucoup de choses dans un jeu vidéo potentiellement. Là, c'est un screenshot d'un jeu qui s'appelle Cossacks 3, qui est un jeu de guerre, de stratégie assez ancien, qui se voulait assez réaliste, notamment par le fait qu'il y avait beaucoup d'unités sur le champ de bataille. Donc il pouvait y avoir plus de 1000 unités. Et donc ça fait beaucoup de calculs, parce que pour chacune de ces unités, il faut voir les collisions, il faut voir les dégâts qu'ils font, etc. Et en même temps, en parallèle, ils font un affichage fluide. C'est-à-dire que, on va dire qu'aujourd'hui, sur console, le minimum, ça va être 30 images par seconde. Sur PC, c'est 60 images par seconde ou plus. Donc la game loop qu'on a vue tout à l'heure doit s'exécuter, si on est sur du 60 images par seconde, doit s'exécuter en 1/60e de seconde. Avec beaucoup de choses, ça peut devenir vite compliqué. Donc, au niveau des calculs, c'est-à-dire que le CPU va prendre une très grosse charge, potentiellement. Il va y avoir tous les input-output, donc il va falloir aller chercher des choses depuis la mémoire, écrire des choses depuis la mémoire, ce qui prend également beaucoup de temps. Et puis, plus globalement, la gestion de la mémoire, combien de RAM j'ai besoin pour faire tourner mon exécutable. Ça, donc en parallèle, il faut un affichage fluide donc dans des cycles de calcul qui sont très courts. Donc en fait, développer un jeu vidéo, c'est comme développer une application en temps réel au niveau de, pas toutes les contraintes, mais de certaines contraintes qu'il y a quand on conçoit et qu'on implémente notre solution. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe si en 1/60e de seconde, j'arrive pas à faire le calcul et l'affichage sur mes 1000 unités qui sont présentes à l'écran? Donc là, il y a un petit parallèle avec le théorème CAP, même s'il n'est pas exact. Donc soit on va privilégier la consistance, c'est-à-dire que si j'ai pas fini de faire tous mes calculs et tout mon affichage en 1/60e de seconde, je freeze le jeu. Donc le joueur à l'écran, il va voir l'écran qui se fige, donc c'est pas très cool, on va dire, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue jouabilité. Ou alors à l'inverse, je peux privilégier la fluidité. Dans ce cas-là, c'est l'intégrité des données qui est mise en jeu. Il peut y avoir des bugs. Par exemple, si j'ai pas fini mes calculs, mais que j'affiche quand même une image, l'image ne sera pas représentative de ce qu'il y aurait dû avoir. Donc, il faut optimiser la perf CPU. Donc, c'est des choses qu'on fait, des techniques qui s'appellent Cache Friendly Code. Alors, le cache dans un CPU, un processeur, il a des niveaux de cache, donc 2 voire 3 niveaux de cache. Et là, par exemple, je vous ai mis, alors c'est, on va dire c'est plus pour des ordres de grandeur, c'est pas par rapport à un processeur précis, mais en ordre de grandeur, quand je vais chercher une donnée qui est dans mon cache de niveau 1, ça prend une demi-nanoseconde.
Quand je vais chercher une donnée qui est dans mon cache de niveau 2, ça prend 7 nanosecondes, donc c'est déjà un ordre de grandeur au-dessus. Et quand je vais chercher des données dans la mémoire, ça va prendre 100 nanosecondes. Donc là, entre un L1 et ma RAM, ça fait x200. Donc c'est quelque chose qui est très impactant de ne pas trouver une donnée dans le cache. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de faire des programmes qui font en sorte qu'on ait le maximum de données dans le cache, comme on dit des cache hits. En parallèle de ça, il va falloir également optimiser la mémoire. Donc une empreinte mémoire minimale. Il faut que le soft n'utilise pas trop de mémoire. Mais il faut également, et ça c'est quelque chose qui est assez problématique en Java, c'est maîtriser la libération de la mémoire. Parce qu'en Java, on n'a pas la main sur la libération de la mémoire. On a des garbage collectors, donc il y a différents algorithmes, mais peu importe l'algorithme, on ne maîtrise pas cette libération de mémoire. Donc quelque part, c'est un comportement qui est indéterminé au moment où on va développer notre jeu vidéo. Donc cette spécificité du jeu vidéo, elle est très différente par rapport au programme que... Alors je ne sais pas s'il y a des développeurs de jeux vidéo, mais si, comme moi, vous faites plus des progiciels ou des sites internet pour des clients ou des applications pour des clients, c'est différent. Quand on est dans un monde professionnel un peu plus classique, on va privilégier par exemple la productivité, la qualité de code, comme... puisque Rémi va nous parler de code review. Ça, c'est des choses qui sont moins prioritaires dans le jeu vidéo. Si vous jouez souvent à des jeux vidéo, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de bugs. Donc c'est parce que l'objectif numéro 1, c'est pas de faire un code de qualité, c'est pas de faire un code qui soit robuste, c'est pas de faire un code qui soit facilement maintenable, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose qui, pour l'utilisateur, va être fluide. Donc, avec toutes ces problématiques qui sont propres aux jeux vidéo, comment on fait? Donc, on va utiliser des patterns. Quelqu'un s'est probablement déjà posé ces questions avant nous. Donc on va étudier un peu ce qui se fait. Donc il y a pas mal de patterns, de design patterns qui sont utilisés dans le développement du jeu vidéo. Je ne vais pas être très exhaustif ce soir, je vais en présenter deux. Un plus orienté mémoire et un plus orienté CPU. Donc comment je minimise mon empreinte mémoire? Donc il y a un design pattern qui s'appelle flyweight. Petite faute d'orthographe. Donc, supposons que j'ai envie de représenter des arbres dans mon jeu. L'approche, on va dire, naïve, ça sera que pour chaque arbre, je vais avoir différentes propriétés. Je vais avoir sa forme physique, je vais avoir sa texture, je vais avoir ses paramètres, je vais avoir sa position. Donc là, on a démultiplié des informations qui vont être redondantes d'un arbre à l'autre. Donc là, il y a 4 arbres à l'écran. Si j'ai envie de faire une super forêt, je peux avoir rapidement 1500 arbres. Là, je suis en train d'exploser l'occupation de ma mémoire. Donc, que nous permet flyweight? Eh ben, on va factoriser tout ce qui est commun. C'est-à-dire que tout ce qui est, on va dire, texture, forme physique de l'arbre, tout ce qui est commun ne va être à un seul endroit de la mémoire. Et par contre, ce qu'on va démultiplier, c'est vraiment ce qui est spécifique à chaque arbre, c'est-à-dire sa position, par exemple, sur la carte. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo en allégeant la charge sur le CPU? Donc, tout à l'heure, on parlait de cache-friendly code. C'est ce qu'on va voir, c'est comment on maximise le cache hit. Donc, cache hit, c'est quand je cherche une donnée qui est déjà dans mon cache. Cache miss, c'est quand je suis obligé de la chercher dans la RAM. Par défaut, si je fais de la programmation orientée objet, comme Java nous a appris à faire, je vais avoir quelque chose comme ça dans ma mémoire, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs entités. Donc une entité, ça peut être un arbre, ça peut être un personnage, ça peut être un nuage, voilà. Et pour chaque entité, je vais avoir différentes choses. Je vais avoir des paramètres physiques, où se trouve l'entité dans l'espace, à quelle vitesse elle bouge. Je vais avoir aussi, par exemple, si j'ai des personnages, je vais avoir une intelligence artificielle pour chacun de ces personnages. Je vais aussi devoir avoir des paramètres pour le rendu, les textures, de quelle couleur il est ce qu'il a de la transparence. Donc si je fais de la programmation orientée objet, je vais avoir un tableau avec toutes mes entités et je vais créer ces différents composants à des moments différents de l'exécution du programme. Et je ne vais pas du tout maîtriser la structure de ma mémoire.
Donc il faut vraiment avoir une approche orientée data. C'est pour ça qu'on parle de data locality, et plutôt avoir un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on va regrouper les composants de même nature séquentiellement dans un tableau. Donc là, contrairement à ce qu'on a vu sur le schéma d'avant, j'ai toutes les données en mémoire qui concernent l'intelligence artificielle qui vont être dans un tableau unique. Je vais avoir toutes les données qui concernent la physique de mes différentes entités qui vont être dans un tableau, etc. Donc là, il y a 3 composants. Dans un vrai jeu vidéo, il peut y en avoir rapidement 30-40. Donc c'est cette manière de structurer la donnée qui est différente. Donc je reviens à Cossacks. On va parler un peu des termes utilisés dans le game dev. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des entités. Tout est entité dans un jeu vidéo. Les personnages sont une entité. Les chevaux sont une entité. La petite carte qu'il y a ici, c'est une entité. La fumée qui sort des canons est une entité. Et à chacune de ces entités, je vais attacher des composants. Donc un composant, c'est des données d'un aspect de cette entité, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a un composant intelligence artificielle, un composant physique et un composant sur le rendering. Et orthogonalement à ces composants, je vais avoir différents systèmes. Un système, c'est quoi? C'est du code qui va interpréter une famille de composants. Donc du code qui va traiter ce tableau intelligence artificielle, ou un autre système physique qui va traiter ce tableau de composants physiques. Donc au lieu d'itérer sur les entités, c'est-à-dire au lieu de faire en gros un for sur tous les personnages, puis un for sur toute la fumée, etc., je vais partir système par système. Donc je vais exécuter le code de mon système d'intelligence artificielle et je vais faire une boucle sur toutes les données de l'intelligence artificielle. Quand je vais vouloir faire l'affichage, je vais exécuter le système d'affichage et je vais faire une boucle sur tous les composants qui sont relatifs à l'affichage. Et ça, ce pattern, c'est ce qu'on appelle l'Entity Component System dans le développement de jeux vidéo. Ce qui nous permet donc, du fait que nos données sont adjacentes, quand on va les charger de la mémoire vers le cache, on va charger plusieurs bouts de ce tableau. Et donc, comme on va les traiter séquentiellement, on va minimiser les allers-retours depuis la mémoire. Mais également le code lui-même qui est exécuté, vu que le for qui va boucler sur ça, du coup on va le charger qu'une fois. Et il va s'exécuter sur tous les composants intelligence artificielle. Après on va le décharger du cache, on va charger dans le cache le code pour le système physique et on va l'exécuter qu'une fois aussi. Et ça, c'est comme ça que vraiment on va utiliser notre cache au maximum pour améliorer nos performances et décharger un peu le CPU, mais pas que le CPU. Il y a aussi, comme on a vu, l'input-output, la latence qu'il y a à aller chercher des données depuis la mémoire. Voilà. Donc, pour faire de l'ECS, on peut bien sûr tout coder nous-mêmes, ou alors utiliser un moteur de jeu ou Game Engine. La plupart des moteurs de jeu implémentent plus ou moins parfaitement ce pattern Entity Component System. Donc les deux moteurs de jeu les plus populaires aujourd'hui, c'est Unreal Engine. Donc derrière on fait du C++. Unity, donc c'est du C#. C'est en tout cas en termes de développement et de syntaxe, c'est quelque chose qui est très voisin de Java. Et le moteur de jeu le plus populaire en Java s'appelle libgdx. Un moteur de jeu, ça va nous donner déjà, bon, à part le pattern, on va dire ECS, il va venir déjà avec des systèmes et des composants existants. Donc tout ce qui est moteur physique, affichage, intelligence artificielle, on n'a pas à coder tout ça from scratch. Par exemple, Unity va nous proposer pour nos entités un composant physique qui permettra de représenter physiquement un objet. Il va avoir par exemple de la gravité, on va pouvoir mettre une constante de gravité et du coup automatiquement il va simuler la gravité et des objets qui tombent. Il va aussi simuler des collisions entre les objets. Par exemple dans mes composants physiques, je peux définir une constante, enfin c'est pas une constante du coup, c'est un paramètre d'élasticité qui fait que quand deux objets vont s'entrechoquer, la collision aura un effet plus ou moins différent. Et les développeurs, par-dessus, en fait, ils vont rajouter leurs propres composants et leurs propres systèmes qui sont relatifs à leur logique, à leurs règles du jeu, du jeu qu'ils sont en train de développer. Donc,
En termes de part de marché, qu'est-ce qui se passe? Donc on a Unreal Engine. Alors ça c'est un mec qui a posté ça sur Reddit, donc c'est pas du tout scientifique, mais j'ai pas réussi à trouver plus précis, donc on va le croire sur parole. Donc Unreal Engine, c'est sur les jeux Steam l'année dernière, c'est 23% des jeux qui sont faits avec Unreal Engine. Ensuite on a Unity, comme on voyait, 11%. Et après on a Source, donc c'est le moteur de jeu de Valve, Half-Life 2, Counter-Strike Source, 4%. CryEngine 3%, et après tout le reste c'est du 1%, du 0%. Et vous allez me dire, où est libgdx? Libgdx c'est pas là. Voilà. Donc le premier constat qu'on peut faire, c'est que Java n'est pas un langage populaire pour la programmation de jeux vidéo. Voilà. Pourtant, Minecraft est quand même fait en jeu vidéo et c'est le jeu le plus vendu aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut quand même faire du dev en Java pour du jeu vidéo? La réponse est oui. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une librairie sur laquelle Project Zomboid et Minecraft étaient basés. C'était LWJGL, ça veut dire Lightweight Java Game Library. Donc c'est une librairie qui permet d'accéder à des API natives. Alors pas que, soit des API natives, soit des API de plus bas niveau. Donc c'est une couche d'abstraction qui nous permet de ne pas trop se soucier du matériel, de l'OS, de la version du driver. Donc par exemple, la librairie va aller nous permettre d'appeler OpenGL ou Vulkan, qui derrière vont appeler les drivers pour utiliser les capacités d'une carte graphique. Ça va aussi nous mettre une API pour appeler GLFW, qui est une librairie Java de plus bas niveau, qui permet de gérer tout ce qui est périphérique. Donc là j'ai mis une manette, ça peut être aussi un clavier, ça peut être une souris, ça peut être à peu près n'importe quel périphérique. Et on a aussi OpenAL, donc, qui est l'équivalent de OpenGL mais pour le son. Ce schéma n'est pas du tout exhaustif. LWJGL permet d'accéder à des API natives, à une quinzaine, à une vingtaine d'API natives. Et en plus c'est une librairie qui est extensible. Donc si jamais vous avez l'âme d'écrire une librairie native, vous pouvez toujours avoir un adapteur dessus. C'est aussi une librairie qui est open source. Ensuite, on a libgdx dont je vous ai parlé. Donc c'est un moteur qui lui-même est basé sur LW. C'est vraiment compliqué à dire. JGL. En tout cas pour les applications desktop, parce que la librairie permet aussi de générer des jeux en HTML5 sur Android ou sur iOS. Et ça prend aussi en charge le packaging, c'est-à-dire que si je programme en Java, derrière je vais avoir un point .exe pour Windows pour lancer mon jeu. Si je veux programmer un truc pour Android, j'aurai un APK. On peut programmer dessus en Java, en Kotlin, Scala, Clojure, etc. Il n'implémente pas complètement le pattern qu'on a vu tout à l'heure, donc Entity Component System, mais il a des helpers pour le faire, il y a des hooks pour pouvoir brancher son propre système ECS, et il vient quand même packager avec certains systèmes. Donc tout ce qui est physique et calcul mathématique, c'est géré par libgdx. Ça nous permet également de faire de la 2D ou de la 3D, comme Minecraft. Ça vient avec beaucoup de tooling, donc des outils. Par exemple, j'ai une image en PNG et je veux la transformer dans le format qu'il faut pour l'afficher dans une texture en jeu. Donc on a des outils à côté qui vont nous permettre de faire ça. Et en termes de gestion de dépendance, ça utilise Gradle. Voilà pour le côté technique. On ne va pas rentrer dans le code. À la base, je pensais faire une démo, mais je me suis rendu compte qu'il fallait travailler pendant 1 heure ou 2 heures avant d'avoir un tout petit résultat. Là, je vous montre juste à quel point c'est simple de faire un main avec libgdx. Donc là, je crée une application LWJGL. Je vais donner une résolution. Et derrière, je crée l'objet qui est démarré automatiquement. Et ce que ça va me faire, c'est que ça va me créer une fenêtre. Et après, dans cette fenêtre, je vais pouvoir placer des choses. Je vais avoir ma game loop. Donc, je vais avoir une méthode qui est appelée à chaque itération de ma game loop, ce qui va me permettre de coder mon jeu vidéo. Donc ça, c'était une petite démo que j'avais faite pour
pour m'amuser qui m'avait pris beaucoup de temps. Ça représente une centaine d'heures juste pour arriver à un résultat aussi basique que celui-là. Donc des Pokémon qui mangent des bonbons et qui jouent au foot. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps, d'où le fait que j'ai dû me rétracter sur la live coding. Voilà. Ou alors on peut tout simplement utiliser LWJGL et faire Minecraft. Voilà. Donc, la conclusion sur Java et les jeux vidéo, puisqu'il y avait un point d'interrogation au tout début de la présentation. Donc, le premier constat, c'est que c'est pas très populaire, on va dire, en termes de studios de développement qui vont choisir Java pour leurs jeux vidéo. On pourrait penser que c'est à cause de la gestion défaillante de la mémoire, puisque garbage collector égale je maîtrise pas ma mémoire, je peux avoir des stop the world, donc des freezes à n'importe quel moment de mon exécution. C'est pas forcément ça. Unity, qui est basé sur C#, a exactement la même gestion de mémoire que Java, c'est-à-dire qu'on a un garbage collector et sur certains jeux Unity, on a parfois voilà, des freezes parce que le garbage collector est en train de passer pour nettoyer 10 gigas de mémoire. Donc, libgdx, on en a parlé, mais on a vu qu'il n'était pas du tout présent dans les parts de marché des différents moteurs de jeu. Tout simplement en fait parce qu'il est beaucoup moins complet que Unity ou Unreal Engine. Unity et Unreal Engine viennent avec déjà beaucoup de choses, beaucoup de systèmes qui existent. Ils viennent avec des éditeurs qui sont dédiés, qui permettent avec du drag and drop de créer des entités, d'y rajouter des composants. Et après, on a juste à linker des bouts de script. Ça vient avec des éditeurs de scène, c'est-à-dire que si j'ai envie de modéliser un monde en 3D, eh ben, j'ai un éditeur. Je peux aussi positionner ma caméra. Voilà, tout ça, ça se fait en WYSIWYG. Donc, en termes de productivité, on va dire c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus puissant que ce que libgdx peut aujourd'hui proposer. Et surtout, libgdx, c'est une initiative libre et open source. Il n'y a aucun support commercial. Alors que si on prend Unreal ou Unity, ben, derrière on a un support commercial. On sait que si on est en train d'engager des grosses sommes sur un gros projet, on a toujours ce support commercial au cas où on se pose des questions ou si quelque chose ne va pas bien. Et au final, le deuxième constat qu'on fait, c'est que les seuls jeux qui ont eu beaucoup de succès et qui ont été faits en Java n'utilisaient pas de moteur de jeu, on va dire, tiers. Ils se basaient sur une API de bas niveau qui est LWJGL et ils se sont fait eux-mêmes leur propre moteur de jeu. Donc c'est la seule recette aujourd'hui qui a marché pour faire du jeu vidéo en Java. Voilà, donc on a un peu fait le tour. Merci d'avoir écouté ce que j'ai pu raconter. Avez-vous des questions? Yes? Bonjour, alors moi je m'appelle Tom. Enchanté. Dans la vie, je travaille. Je voulais savoir, juste pourquoi, je ne sais pas si tu as la réponse, à ton avis, Java était plus ou moins délaissé par rapport à d'autres langages pour créer des jeux vidéo. Est-ce que c'est plus niveau mémoire ou il y a d'autres raisons? Historiquement, Unreal Engine existe depuis très longtemps. Unreal Engine existe depuis que je suis tout petit. Quand ils avaient sorti, quand Epic avait à l'époque, alors je ne sais plus si c'était Epic déjà, mais aujourd'hui ça appartient à Epic, avait sorti le jeu Unreal, puis les Unreal Tournament. C'est un truc qui était fait en C++ et aujourd'hui on ne peut pas trop attaquer Java, on va dire, sur les performances parce que Java s'est amélioré, mais peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans c'était le cas. Donc que des développeurs se tournent plutôt vers Unreal Engine, alors c'est une supposition, c'est ma lecture des choses, pouvait être peut-être plus logique. Mais effectivement, il y a Unity qui est venu derrière et qui est très similaire à Java, on va dire, dans les problématiques qu'on peut rencontrer. J'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il y a des choix et je ne sais pas pourquoi ces choix ont été portés sur telle technologie plutôt qu'une autre. Donc voilà, c'est une demi-réponse. Pardon ? Je sais pas de quand date Java. Java, c'est 99. Ouais, c'est peut-être du coup l'idée que je dis ça sous le contrôle de Julien. C'est toi qui fais les quiz en général.
Tu es notre source de vérité. Mais voilà, ça fait une vingtaine d'années. Mais de toute façon, Java est plus récent que C++. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, et Java est plus ancien aussi que C#. On pourrait peut-être penser que C#, .NET, Windows, beaucoup de jeux en Windows. C'est pas vrai. Unity permet de faire du développement sur les 3 plateformes PC. Avec Mono, par exemple, si on a envie de faire des choses sur Linux. Donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de savoir pourquoi les mecs qui ont fait Unity sont partis sur cette techno plutôt qu'une autre. Yes. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a poussé ces moteurs de jeu à se trouver dans un langage? Parce que c'est le jeu, la tendance de l'écriture des jeux qui a poussé les éditeurs de librairies pour choisir le langage, ou c'est le contraire? Est-ce que tu peux la refaire un peu plus fort, s'il te plaît? J'ai du mal à dire. Je disais, les moteurs de jeu sont codés dans un langage. Qu'est-ce qui a poussé à choisir ce langage-là? Est-ce que c'est la tendance au moment de ce que vous avez modifié? Ouais. Ou est-ce que c'est les jeux, du coup, ou l'inverse, ce sont les jeux qui sont drivés par ces... Oui. Donc la question c'est, est-ce que c'est plutôt les gens qui veulent faire un jeu vidéo, est-ce qu'ils partent plutôt du langage qu'ils connaissent pour faire quelque chose, ou plutôt l'inverse? Je pense que ça dépend, et c'est un peu la conclusion qu'on a vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des moteurs de jeu qui sont très complets, qui te permettent d'être très productif, de développer des choses en très peu de temps, et qui sont avec des technologies qui sont fixées et qui sont établies. Par exemple, si tu cherches comment développer un jeu vidéo sur Google, tu vas probablement, et que tu connais rien, alors tu es développeur, mais un mec qui n'est pas du tout développeur et qui est juste passionné de jeux vidéo, il va probablement tomber sur un tutoriel en Unity, et donc il va commencer à faire des trucs sur Unity, il va vouloir aller plus loin, et il va se rendre compte que il faut qu'il fasse du code en C#. Et dans ce cas-là, c'est pas lui qui était forcément qui avait une préférence pour un langage ou un autre, il part du fait que lui il est sur Unity et que donc il doit apprendre un langage. À l'inverse, il y a aussi des studios qui décident pour une raison ou pour une autre de faire leur propre moteur. D'accord ? Ce qui était alors peut-être plus vrai il y a 10 ou 15 ans que maintenant. Mais comme Notch, donc la personne qui a initié Minecraft en 2009, lui connaissait Java. Il n'est pas parti sur un moteur de jeu, il a fait ça parce qu'il voulait faire ça en Java, il connaissait bien Java. Donc on va dire que quand c'est toi qui fais ton propre moteur de jeu, il faut peut-être mieux connaître les technos et les outils avec lesquels tu vas développer, parce que tu ne vas pas forcément être aidé, tu vas vraiment être responsable de tout, y compris du moteur de jeu, qui peut être quelque chose de très complexe. La petite démo avec les Pokémon et les bonbons, ça m'a vraiment pris une centaine d'heures pour arriver à ça. C'était un moteur que j'avais fait moi-même. Donc il fallait gérer les collisions, il fallait gérer une forme très primitive d'intelligence artificielle, il fallait gérer le fait que tes différentes entités doivent prendre des décisions, il faut gérer le pathing, c'est-à-dire ils doivent aller d'un point A à un point B et il y a des obstacles. Donc un moteur de jeu à faire soi-même, c'est très compliqué. Quand tu pars sur du Unity, tu as des choses qui sont faites pour toi, pas tout, mais tu as pas mal de choses qui sont faites pour toi. Donc après voilà, donc si toi pour une raison tu veux faire ton propre moteur, là effectivement tu partiras plus sur des technos que tu maîtrises mieux. Ouais. Tu parlais de freeze à un moment. Oui. Sur le CPU. Je voulais te demander pourquoi nous, c'est quand on n'a pas une config suffisante, on a plutôt des chutes de FPS. Ouais. Alors, je vais revenir à une slide. Je suis peut-être passé un peu trop vite dessus, mais c'était la slide sur la game loop. Et on va devoir peut-être aller un peu plus dans le détail technique pour répondre à ta question. Donc ça, à chaque image que j'affiche à mon écran, il faut que je passe par ces 3 étapes. Si ton CPU est pas assez puissant, ou si ta carte graphique n'est pas assez puissante, elle n'a pas le temps d'exécuter ces étapes en, on va dire si on part sur 60 images par seconde, en 1/60e de seconde. Donc à partir de là, tu peux avoir plusieurs approches.
soit tu décides que le moteur de jeu ne peut pas être bloqué. Par exemple, si tu as un jeu qui est multijoueur, tu ne peux pas arrêter le temps pour toi et le faire continuer pour les autres joueurs. Donc quand tu fais du multijoueur, là pour le coup, tu n'as pas le choix. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu vas skipper, on va dire, certaines choses. C'est-à-dire que ta machine n'est pas capable d'afficher 60 images par seconde, donc elle va en calculer que 30. D'accord ? Il va y avoir un effet aussi sur la phase de update game, qui est, on va dire, tout le code entre guillemets back-end. C'est ta logique de jeu qui s'exécute. Aujourd'hui, quand je fais mon update game dans mon code, là c'est une loop, mais c'est pas juste une simple boucle for. En fait, c'est une boucle for, mais qui a dedans, tu vas avoir un paramètre qui dit combien de temps il s'est passé depuis la dernière game loop. D'accord ? Donc supposons que j'ai un objet, je dois simuler un objet qui voyage à une vitesse de 1 mètre par seconde. D'accord ? Si ma game loop, la dernière game loop s'est exécutée depuis 1 seconde, je sais que mon moteur physique doit la faire bouger d'1 mètre. Par contre, si la dernière game loop s'est exécutée il y a une demi-seconde, enfin celle d'avant s'est exécutée il y a une demi-seconde, je la fais bouger que d'1 demi-mètre. Tu vois ? Donc plus tu as de game loop, plus les game loops sont rapides et plus ta simulation physique va être précise parce que tu vas avoir de petits intervalles. Par contre, effectivement, si ton CPU ne tient pas la charge, et ben ta game loop, on va dire un chiffre un peu déconnant, mais juste pour l'exemple, 5 secondes, tu vas avoir une image toutes les 5 secondes, et ben en 5 secondes, il doit simuler tout ce qui s'est passé en 5 secondes. Donc, imagine que tu as un objet qui est là et que tu as un obstacle, 5 secondes après, il est censé être là, mais s'il n'a pas fait les calculs intermédiaires, ton objet il va passer à travers ton obstacle, parce qu'à aucun moment, il aura pu détecter qu'il y avait un obstacle au milieu. C'est pour ça que je parle de bug et d'intégrité. Donc la chute de FPS, ça peut être soit parce que si tu es sur un jeu solo, on décide plutôt que de faire ça, on ne veut pas qu'il y ait un objet qui traverse des obstacles. Dans ce cas-là, on fait du freeze. D'accord ? Donc au lieu d'avoir 60 images par seconde, tu vas en avoir que 10. Et du coup, vu que tu arrêtes le temps, bah, tu es capable d'avoir des, on va dire, dans le monde du jeu, alors je m'embrouille un peu, mais dans le monde du jeu, tu vas simuler les étapes avec des petits intervalles. Mais sur ton écran, ça va prendre plus de temps. À l'inverse, si tu fais sur du multijoueur, tes intervalles sont les mêmes pour tous les joueurs. Donc là, tu vas devoir avoir des approximations dans ta phase d'update game. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai presque failli me perdre moi-même à un moment. Je ne sais pas si c'est clair, si ça répond à la question. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, plus tu veux de FPS, plus il te faut un CPU qui est puissant pour la phase d'update game, et plus il te faut un GPU qui est puissant pour la phase de render game. Parfois, le bottleneck peut être plus le CPU que le GPU. C'est souvent le cas sur des jeux avec des graphismes assez basiques, mais très complexes. Et dans ce cas-là, tu vas aller sur les forums et on va te dire il te faut un CPU plus puissant. Des fois, c'est des jeux, on va dire, assez simples, mais qui ont visuellement qui sont très complexes. Tu vas avoir des flammes, tu vas avoir des reflets sur de l'eau. Dans ce cas-là, ton update game, c'est pas ça qui va poser le problème, ce sera plus la phase de render qui prendra trop de temps à être calculée. Et c'est pour ça qu'il faut soit une carte graphique plus puissante, soit, on va dire, diminuer tes paramètres d'affichage. Ouais. La librairie là, que tu nous as présentée, là, Yes. C'est encore plus compliqué à dire en anglais. mais c'est parce que tu utilises quotidiennement ou... Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Il y avait sous le marché, vu ce qu'on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Tu vivais de ça, mais... Pardon ? Du coup, tu vis pas de ça. Non, alors comme je disais au début, moi je travaille plus, on va dire, pour des entreprises qui font des gros logiciels professionnels pour des clients. Après, le jeu vidéo est une de mes passions et donc à un moment de ma vie, je me suis dit, on va un peu marier les deux. Et je me suis vraiment intéressé au développement de jeux vidéo, ce qui m'a permis d'apprendre ces concepts que je vous ai un peu présentés. Cette librairie, elle est quand même bas niveau. C'est-à-dire que, par exemple, pour OpenGL, d'accord, ou Vulkan, en fait, c'est des API natives qui vont te permettre d'appeler des fonctions qui, derrière, vont utiliser ta carte graphique. OpenGL,
c'est une compétence à part, hein. C'est quelque chose qui est très complexe, il faut connaître. Et autant, là tu vas avoir un wrapper quelque part avec peut-être des couches d'abstraction à certains endroits, mais tu as quand même des concepts très bas niveau à maîtriser, chose que je ne maîtrise absolument pas. C'est pour ça que quand j'ai fait mes petites expériences avec les Pokémon qui mangent des bonbons, je me suis plus basé sur libGDX. LibGDX, pour le coup, c'est beaucoup plus haut niveau. C'est au-dessus de LWJGL. Et le plus bas niveau où tu peux descendre, c'est dire j'affiche telle texture à tel endroit de l'écran. Mais à aucun moment, tu pourrais, je crois qu'il y a des appels directs qui sont faisables dans la doc, j'avais dû voir ça. Mais à aucun moment, tu n'as besoin de faire des appels aux API OpenGL. Voilà. Et c'est encore plus vrai pour les autres moteurs de jeu qui vont te permettre t'abstraire de pas mal de choses. En tout cas, on va dire au niveau de quelqu'un qui est passionné. Peut-être qu'un professionnel du jeu vidéo aura une réponse différente. Voilà. Oui ? La création de classe, est-ce que c'est pas coûteux ? Création de classe, est-ce que c'est pas coûteux ? C'est une très bonne question en termes de performance. Mais la création de classe, on va dire, c'est quelque chose qui se fait pas forcément tout au long de la durée de l'exécution. C'est-à-dire que tu vas charger tes classes dans la mémoire et après tu vas créer des instances dessus. On a vu par exemple, tu vois, on va dire que probablement c'est quelque chose qui se fait pendant les temps de chargement où c'est des one-shots en fait. Ta classe, tu as besoin de la charger qu'une fois et après tu peux créer derrière plusieurs instances. Mais au-delà de ça, tu vois, même avec Flyweight, on va dire que tu as besoin de créer moins d'instances également. Je voulais pas non plus présenter tous les patterns, mais tu as aussi un autre pattern qui s'appelle prototype. Donc prototype, c'est comme Flyweight. Hein. Flyweight, c'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser pour faire des progiciels, tout comme prototype. Prototype, ça veut dire que si j'ai plein d'objets de même nature à créer, donc c'est pas juste la classe, mais c'est aussi, on va dire, au niveau des paramètres, je vais avoir mon prototype, je l'instancie une fois, et derrière je vais le cloner. Ça aussi, c'est des choses qui te permettent, on va dire, de passer moins de temps lors de l'instanciation de tes objets. Mais pour l'instanciation des classes, c'est quelque chose que tu fais à un moment donné, et après tu n'as plus besoin de le faire, ou en tout cas pas à grande échelle, durant toute l'exécution de ton programme. Ça répond à la question ? Oui, ça répond. Ok. J'avais une question. Alors une dernière question. Moi j'ai un ami qui fait pas mal de coding game. Ouais. Et en fait sur coding game, les meilleurs sont souvent ceux qui développent sur C++. D'accord. Pourquoi ? C'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Et il faut savoir, après, c'est peut-être pas des langages qui sont au même niveau d'abstraction, puisque Java, quand même, on va dire, est beaucoup plus haut niveau que C++, qui lui-même est plus haut niveau que C. Après, de là à donner une explication, je n'ai pas forcément de réponse. Voilà. Bon, c'est bon. Merci à vous.